défi environnemental, mais pas seulement. C'est une filière industrielle dynamique. Une filière qui bénéficie d'une démarche de structuration et d'accompagnement, la démarche Windustry France. Windustry, c'est une démarche qui vise à accompagner des entreprises pour qu'elles se tournent vers le marché de l'éolien. L'éolien est une filière d'avenir, car elle fait appel à de nombreux métiers. Travaux de voirie, transport, assemblage, fabrication de composants, préparation de sites, montage, raccordement au réseau, mise en service, exploitation et maintenance. De nombreuses entreprises sont déjà spécialisées dans ces domaines et elles peuvent trouver dans la filière éolienne de nouveaux débouchés. C'est là que Windustry France entre en jeu pour les aider et les accompagner. Toutes les entreprises, PME, moyennes entreprises, grosses entreprises, sont concernées par le projet Windustry. Celles qui sont issues des milieux traditionnels de l'industrie, notamment du milieu automobile, de la construction navale, qui disposent de savoir-faire, de compétences utiles pour le marché de l'éolien. Mais concrètement, comment une entreprise fait-elle le choix de l'éolien? Pour le découvrir, nous nous rendons à Trichâteau dans l'Oise, chez FTC. Ici, on est forgeron de père en fils depuis 4 générations. Aujourd'hui, la société emploie 120 personnes, mais comme la plupart des entreprises du secteur, FTC a rencontré de grosses difficultés il y a quelques années. C'est ce que nous explique Philippe Schmitter, son président. Avant la première crise, c'est-à-dire avant 2008-2009, on avait progressé, on avait atteint un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Après la crise, on est descendu à 15 millions. Bon, comme tout le monde, dans notre métier, on a perdu à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Face à cet état de fait, pas question de rester sans réagir. Philippe Schmitter s'est intéressé à de nouveaux marchés, et notamment l'éolien. Dans l'éolien, nous fabriquons aujourd'hui des roues qui vont après dans les réducteurs, dans les éoliennes. Et c'est pour faciliter ce genre de reconversion qu'a été créé Windustry France. Windustry 1 France pour le ministère du redressement productif, c'est 2 acquis importants. Le premier, c'est l'identification d'au moins 140 entreprises françaises du secteur industriel qui ont à la fois la volonté de se diversifier vers ce secteur en plein développement et la détention de certaines des capacités pour prétendre être des fournisseurs crédibles des turbiniers européens qui occupent ce marché aujourd'hui en Europe. Les entreprises identifiées sont mises en relation avec des donneurs d'ordre lors des rencontres Windustry France organisées chaque année. Elles pourront aussi bénéficier d'un suivi personnalisé. Donc on va chercher à accompagner des entreprises qu'on aura identifiées dans les régions intéressées par l'éolien. Et grâce à un expert, on va aider ces entreprises à orienter leur outil industriel vers le marché de l'éolien. Cette expertise sera financée en partie par les pouvoirs publics. Ceux-ci accompagnent en effet la démarche de Windustry France de multiples façons. Au niveau local, ce soutien passe par les régions, acteurs indispensables. Comme nous l'explique M. Claude Guéverc, président de la région Picardie. Clairement, les régions sont au cœur du développement économique. Les régions, c'est la cohérence dans laquelle on travaille sur recherche, développement, formation des hommes, aide aux entreprises, constitution des filières, tout ce qu'il faut pour réussir. La région Picardie est un fer de lance du développement de l'éolien. Nous avons une vieille tradition industrielle, nous avons une tradition sur la mécanique, sur l'industrie classique, et pourquoi pas faire de l'éolien? Faire de l'éolien, donc produire, et puis surtout l'entretenir. Si vous avez un grand parc éolien, il faudra bien que quelqu'un l'entretienne, le dépanne, et on s'est occupé de tout ça en termes de formation, avec un certain nombre d'outils, les outils universitaires et les écoles professionnelles. Retour à Trichâteau, dans la société FTC. Monsieur Schmitter. Monsieur Masson, je vous attendais. Ça va? Oui, très bien, et vous? On descend? Oui, on va voir un petit peu les dernières il n'y a pas de souci. Nouveautés. Oui. Éric Masson est animateur énergie renouvelable à la CCI Littoral Normand-Picard. Comme ZF Hansen, et vous voyez déjà quelques produits là dans les caisses. C'est des multiplicateurs. Oui, tout à fait. C'est des roues qui sont destinées après à être taillées en engrenage. Voilà. Le métier d'Éric Masson, faciliter concrètement la reconversion d'entreprises dans le marché de l'éolien. D'accord. Alors, à titre d'exemple, nous co-organisons des réunions qui sont des réunions d'information et des réunions d'affaires, des rendez-vous B2B entre donneurs d'ordre potentiels et preneurs d'ordre potentiels dans le domaine de l'éolien, qu'ils soient terrestres ou maritimes.
Un type d'accompagnement qui, de l'avis de Philippe Schmitter, est une plus-value inestimable pour les PME-PMI. La CCI avec M. Masson m'a apporté quelque chose, me propose quelque chose de complètement innovant. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Donc bravo. La démarche Windustry France ne s'arrête pas là. Comme les autres secteurs de l'économie verte, l'éolien bénéficie d'une forte implication de l'ensemble de l'État français. Et particulièrement du ministère du Redressement Productif et de celui de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Soutenir la filière éolienne ne se joue pas qu'au niveau national. Il y a des débouchés partout sur la planète et il s'agit aussi d'aider les entreprises à se lancer à l'export. Un défi qui peut sembler audacieux. Pourtant, dans l'éolien, c'est déjà une réalité. Nous sommes à Amiens, dans les bureaux d'études de la société Mersen, ex-Carbone Lorraine, qui a investi dans l'éolien depuis une dizaine d'années. Ici, on conçoit des composants électriques et des matériaux de haute technologie. Bruno Alve est directeur commercial et marketing chez Mersen. La filière éolienne est une filière où l'innovation est clé et c'est pour ça que nous avons donc sur le site d'Amiens un service R&D qui conçoit les produits, qui les teste. Nous avons des capacités de banc d'essai importantes à Amiens et ensuite ces produits sont vendus à l'étranger auprès des clients internationaux. Une exigence de qualité qui correspond à ce marché, dont les acteurs sont répartis partout sur la planète. Résultat, un succès indéniable à l'export. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent plus de 15% du chiffre d'affaires de Mersen et donc 90% à l'export. Donc c'est clairement un secteur d'avenir et de croissance pour nous. Se développer, relancer son activité et pourquoi pas se lancer à l'export. Ce sont les possibilités qu'offre la filière éolienne à de nombreuses entreprises dans de multiples secteurs. L'industrie française sait ou saurait tout faire dans l'éolien, mais elle ne faisait encore pas suffisamment. Le but, c'est qu'elle fasse plus, qu'il y ait plus de Made in France dans chacune des éoliennes produites et installées en Europe, qu'il y ait donc du France Inside, que cela se voit ou non, pour que l'éolien soit aussi une chance et une voie de développement de l'emploi industriel dans notre pays. La démarche Windustry France concilie en effet les préoccupations environnementales et les débouchés économiques. Donc les rencontres Windustry qui se déroulent en ce moment, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, dont le but est de mettre en relation les donneurs d'ordre et les entreprises capables d'y répondre. On y reviendra. Bruno Le Boulanger a un don d'ubiquité puisqu'il est ici en vidéo avec nous aujourd'hui et qu'il sera physiquement demain dans la 4e table ronde qui sera organisée au cours de la matinée, toute la matinée, une grosse table ronde avec les développeurs, les petits, les moyens, les grands, et 3 directions générales représentées, puisqu'on aura à la fois la DGEC sur l'affaire énergie, Direction générale de l'énergie et du climat, on aura également avec nous la DG6 pour le ministère du Redressement Productif et on aura la DGPR, Direction Générale de la Prévention et des Risques, qui est déjà présente aujourd'hui dans la salle et qui viendra nous dire comment est encadré d'un point de vue technique et risque l'éolien. Pour l'heure cet après-midi, 2 tables rondes. Comme je vous l'ai dit ce matin, répondre à la fois aux défis énergétiques et économiques, ça ce sera la première table ronde, et puis une zone de recouvrement également avec la table ronde numéro 2 qui répondra aux défis économiques et aux défis industriels, réalité industrielle, économique et sociale de l'éolien, et plus particulièrement ici au Havre avec toutes les implantations dont il est question. Juste entre les deux, un regard croisé à 3 personnes sur le réseau. Produire de l'électricité avec de l'éolien, c'est bien, encore faut-il que le réseau puisse l'accueillir, ce réseau qui n'a jamais été fait pour marcher dans l'autre sens, avec de gros guillemets. Donc comment ça se passe? Jean-Baptiste Séjourné qui reviendra pour faire un petit peu un état des lieux des raccordements, et puis ensuite ERDF et RTE, représentés ici
par le directeur technique de RDF et le président de RTE pour nous dire comment ce réseau va devoir s'adapter. Alors il faudrait battre un peu le rappel, là s'il y a moyen de faire une annonce micro, tout le monde est encore au café ou presque. On leur laisse 2 minutes pour arriver et j'ouvre pendant ce temps-là la deuxième table ronde de ce colloque, défis énergétiques et économiques. Qu'est-ce que le mot transition veut dire exactement? Transition énergétique, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est le système qui doit évoluer? Et si oui, dans quel sens et jusqu'où? Quelle est la bonne échelle pour intervenir quand on parle d'énergie renouvelable en général, mais d'éolien en particulier? Pour répondre à ces quelques questions déjà en ouverture de la table ronde, 3 élus vont s'exprimer devant vous. Donc je vais demander à Chantal Joanneau de bien vouloir me rejoindre. Elle est sénatrice de Paris, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, ancienne ministre des Sports et bien au courant du sujet de l'éolien pour avoir été présidente de l'ADEME en charge de... Alors il n'y a pas de plan d'âme, vous vous installez au milieu, voilà, au milieu, et vous allez être encadré par 2 vice-présidents de région, Jean-Marie Meunier, vice-président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, délégué au développement économique et à l'emploi, et Christophe Porquier, vice-président du Conseil régional de Picardie, en charge de l'énergie, du climat et de l'éco-développement. Il est également, si mes informations sont bonnes, toujours secrétaire régional des Verts. Oui, non, non. Oui, non, plus non, bon, d'accord. Alors, vice-président du Conseil régional Picardie. Pourquoi ces 2 régions sont à la table ronde? Parce qu'elles représentent à L2, d'après mes chiffres, pratiquement 40% de l'éolien installé sur le territoire. Donc, pour ouvrir cette première table ronde, définition de ce que c'est que la transition énergétique, et de l'impact sur le système. Alors, Chantal Joanneau, on est dans un pays où les énergies renouvelables ont du mal à passer, où l'éolien a du mal à passer. On nous a dit ce matin grand bien de l'éolien, et pourtant, depuis quelques années, on est à la moitié des objectifs. On était au cours de l'année 2010 à peu près à 1200 MW installés au cours de l'année. On est tombé d'année en année pour se retrouver à 2013. Les projections disent bon, quelque chose autour de 600, peut-être même moins de 600 MW installés. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'on est toujours dans cette logique centralisée qui a du mal à changer ses habitudes? Est-ce qu'on va arriver un jour à sortir de l'État jacobin? Non, mais comme ça, on rentre directement dans le vif du sujet. Hein. Voilà. Il n'y a que les petites tables qui sont en bois ici. Ça devrait démarrer tout seul, mais on a quelques soucis. D'accord. Merci beaucoup et bonjour à tous. Une question très simple pour commencer. Alors, d'abord, un petit rappel, c'est que pas toutes les énergies renouvelables ont des difficultés à s'imposer. Simplement, les énergies à vocation électrique. Parce que pour ce qui est de la chaleur ou de la biomasse, ça se passe plutôt bien. Et le fonds chaleur qui avait été notamment géré par l'ADEME, en tout cas pour sa partie ADEME, marche très très bien. C'est un coup de chapeau à l'ADEME. C'est aussi une réalité, c'est que le problème, donc, c'est vraiment concentré sur la question électrique. Et je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'après l'enthousiasme, notamment de la loi Grenelle 1, qui fixait des objectifs extrêmement clairs, à l'époque j'étais convaincue que tout le monde était convaincu, pourquoi est-ce qu'il y a eu une sorte de retour de bâton qui s'est exprimé d'abord à l'Assemblée nationale avec quelques contraintes supplémentaires non négligeables sur l'éolien, et puis ensuite dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est voté dans la loi, il y a dans la mise en œuvre les réticences. Et effectivement, vous évoquiez la question de la centralisation. Je suis aujourd'hui absolument convaincue que contrairement à ce que j'ai pu dire à l'époque, et il faut bien faire son chemin aussi, l'enjeu aujourd'hui pour développer les énergies renouvelables, c'est vraiment la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est pas simplement confier aux régions, parce que c'est la bonne échelle, ou aux collectivités, ou autres collectivités, cette responsabilité de développer les énergies renouvelables. Il faut même aller au-delà. Il faut aller jusqu'à confier à chaque habitant une part des énergies renouvelables. Moi, je suis très convaincue par le système des coopératives énergétiques qui se sont beaucoup développées dans les pays du Nord, parce que sinon, vous avez toujours cette question de qui supporte les contraintes et qui a les bénéfices. Dès lors que vous vous investissez, vous, personnellement, dans le développement, notamment d'un parc éolien, cette question est plus facile à résoudre. Il y a des systèmes très simples pour le faire. On voit quelques coopératives aujourd'hui, effectivement, se développer en France. Et puis le deuxième enjeu, pourquoi passer à la décentralisation? Je vais mettre les pieds dans le plat et encore me faire beaucoup d'amis, mais
quand on exerce dans les administrations, j'ai eu la chance de passer par le ministère de l'Intérieur, de connaître aussi le ministère de l'Écologie. J'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, en tout cas la chance, je pense, de faire l'ENA. On voit très bien qu'il y a une très très grande consanguinité entre les uns et les autres. C'est-à-dire qu'entre les mines et l'ENA, on tient à peu près tout ce qu'il y a dans l'administration, une partie de la politique et une bonne partie des grands secteurs économiques. Or, à l'ENA, enfin en tout cas, quand j'y étais, c'est pas si vieux que ça, on n'apprenait rien sur ces sujets-là. On n'avait aucune formation sur ces sujets-là. On ne parlait pas de changement climatique. Pas un mot. Donc il n'y avait pas cette sensibilisation. Et c'est vrai que c'est une perte de pouvoir, quoi qu'il en soit, pour et l'administration et les entreprises qui sont sur un modèle centralisé, quand on confie à des autorités décentralisées et plus encore à des habitants cette responsabilité du développement des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, si on devait parier sur 2 échelles pour les développer, que d'ailleurs on voit très bien sur les énergies, sur la chaleur, c'est l'Europe et les territoires. L'État, lui, aura toujours du mal à fonctionner avec un dispositif qui ne répond pas à des codes qui sont des codes centralisés. Donc je le dis avec peut-être, c'est des choses qu'en général on pense tous, on ne dit pas nécessairement. Mais vraiment, quand je voyais la réaction de mes collègues, parce qu'il y en a beaucoup que je connais, hein, avec qui j'ai travaillé quand j'étais en cabinet, quand je voyais la réaction de mes collègues dans les différents ministères et leur hostilité, c'était vraiment une hostilité parce qu'on considère que les collectivités vont faire n'importe quoi. Et j'ai aussi été à la direction générale des collectivités locales. Le but de la DG... Oui, j'ai fait ça aussi. Le but de la DGCL, c'est quand même de considérer que les élus, par définition, sont des truands et de veiller à ce qu'ils ne puissent absolument pas truander. Le résultat, c'est qu'on pénalise 90% des élus pour peut-être quoi, 2, 3% et encore, qui vont effectivement dépasser les règles. Et on est un peu dans cette même logique de suspicion face au développement d'un système. Parce que quand on me dit, ah oui, mais alors, vous comprenez, ça crée tellement d'aléas sur le réseau parce que le vent ne souffle pas partout. On leur a expliqué, quand on était à l'ADEME, n'est-ce pas Jean-Louis, qu'il y a quand même au moins 5 régimes de vent en France et que par conséquent, il y a toujours une éolienne qui tourne en France. Et qu'on peut aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'antinomie entre un système nucléaire et un système éolien. Ça n'a rien à voir, ce sont vraiment de formes d'énergie très, très différentes. Mais pour autant, il y a toujours eu cette très grande suspicion à l'égard des collectivités, des élus. Les habitants qui s'engageraient dans des coopératives sont peut-être vus comme des idéalistes. Mais je reste moi, vraiment convaincue que les 2 échelles, c'est l'Europe et les territoires, et ensuite le système des coopératives, parce que ce système implique, ce système rend l'écologie et le développement des éoliennes sympathiques, il le personnalise, il le rend, il lui donne vraiment un caractère de proximité. Ça met un terme à toutes ces accusations de oh là là, on a des éoliennes qui sont implantées ici, on n'a même pas été concerté, ce qui en général est faux, puisque les procédures sont quand même très complexes et lourdes, ce qui en général est faux, mais au moins on aurait très concrètement un élément d'attachement au développement de ces énergies. C'est d'ailleurs très étrange que le développement des énergies renouvelables passera par le développement de plein de petits capitalistes. Alors concernant l'ENA, je vous rassure, Jean-Louis Ball et moi-même avons l'occasion de donner des conférences à l'ENA sur les énergies renouvelables, donc ça fait un problème de régler. Peut-être qu'un jour, la petite graine, ça va servir à quelque chose. Vous avez dit un jour dans un colloque que j'animais qui s'appelait Enerpress, l'éolien, on a peut-être raté en France le train de l'éolien. Avec ce qui se passe aujourd'hui au Havre, est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de changer ? Alors sur l'éolien offshore, effectivement, l'avantage c'est que par ce grand système d'appel d'offres, on a créé quand même une filière, mais c'est vrai qu'on a trop parié sur la demande et peut-être pas assez sur l'offre. On n'a pas assez parié sur le soutien à la filière industrielle et par exemple, ça a été dans les investissements d'avenir, pas énormément, mais ça a été dans les investissements d'avenir, mais ils sont arrivés tardivement par rapport au dispositif de développement et de soutien par la demande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors le vrai débat, c'est comment est-ce qu'on soutient l'offre? Est-ce que ça légitime un retour de la planification? Je ne crois pas, je pense qu'il y a bien d'autres manières de faire, mais vous constaterez que dans le débat aujourd'hui sur l'écologie et plus largement la nécessité de développer un nouveau modèle économique, on voit réapparaître
un appel à la planification, si cher à Henri Guénaud à l'époque. Donc il y a un réinvestissement de l'État qui est absolument nécessaire effectivement pour développer les filières. L'État n'a pas toujours été très doué dans le choix de ces filières. Donc c'est pour ça que je suis toujours assez réservée sur les systèmes de planification par l'État, parce que ce qu'on doit viser nous, c'est un objectif, c'est pas nécessairement une filière industrielle. Donc il faut faire en sorte de développer les conditions d'aide pour le développement de l'offre. On a raté ce train-là parce qu'on a tout misé sur la demande et on n'a pas assez effectivement défendu nos propres entreprises. Ceci dit, voilà, aujourd'hui avec l'éolien offshore, on a une nouvelle filière qui se crée. Alors au Havre, ils sont ravis, hein, le maire du Havre est absolument ravi du développement de l'éolien. On intervient aussi sur d'autres secteurs qui sont tout ce qui va autour de l'éolien, donc tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'on aurait dû être beaucoup plus vigilant sur une politique de soutien à l'offre. Alors vous avez dit, il y a deux niveaux, il y a l'Europe et puis il y a les territoires. Entre les deux, l'État, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais pratiquement ne sert à rien. Pas tout à fait, non. Mais il y a quand même une parole d'État, il y a un engagement. Je veux dire, il y a un président de la République française qui s'est engagé auprès des autres pays européens et qui lui-même, compte tenu de tout ce que lui disaient les professionnels, a fixé à 23% l'engagement de la France. Donc comment on fait là pour respecter cette parole d'État ? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans le cadre de la loi Grenelle 1, où on avait fixé les objectifs. Après, c'est dans Grenelle 2, on a donné les clés pour la mise en œuvre de ces objectifs sur la partie éolien à l'État. En grande partie, parce que les régions ont effectivement les schémas et autres, mais la plupart des contraintes étaient dans la main de l'État. Il aurait fallu qu'on a fixé les objectifs. La parole d'État, c'est de fixer les objectifs, et ensuite on confie la mise en œuvre aux régions. Et à charge pour elles ensuite de rendre des comptes. Mais aux régions ou aux territoires encore plus proches de la population, à charge pour eux de rendre des comptes. Mais la parole d'État n'implique pas que l'État doive gérer lui-même ce développement. Je mets à part RTE et les problèmes de réseau, qui là, par définition, sont effectivement une infrastructure nationale. Mais pour le développement des énergies, les collectivités feraient bien mieux que l'État. Malheureusement, l'histoire le montre quand on leur a confié les lycées, les collèges. On va leur donner la parole à ces collectivités qui vous entourent. Merci pour cette introduction. Vous intervenez quand vous voulez dans la table ronde. Donc vous avez deux collectivités. Oubliez que vous avez été de la DGCL. Oubliez ce que j'ai entendu tout à l'heure, potentiellement ce qu'il pourrait être. Donc vous voilà assises entre deux élus régionaux qui ne sont pas dans les 2% que vous évoquiez tout à l'heure, bien entendu. Jean-Marie Meunier, vice-président du conseil régional de Champagne-Ardenne. Il y a une nouvelle organisation qui se dessine là et qui vous est proposée par Chantal Joanneau sur l'énergie en général, enfin sur plein de choses, on a parlé des lycées, sur l'énergie en général, sur l'éolien en particulier. Comment vous accueillez ça ? Comment vous le mettez en musique sur votre territoire ? Bonjour à tous, et puis si j'osais, pour peut-être non pas détendre l'atmosphère, parce que l'atmosphère ne doit pas être tendue, mais j'ai deux handicaps majeurs en commençant mes interventions. C'est que, à la fois, je ne fais pas partie de la catégorie que Madame Joanneau a effectivement citée comme faisant partie dans les hautes sphères de l'État des élus pas toujours fréquentables. Et la deuxième, c'est que je ne suis pas énarque. Alors vous voyez, quand on est élu au conseil régional, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. Mais moi je pense qu'effectivement, la région, comme c'est dans une de ses compétences, ça va être réaffirmé normalement dans un acte de décentralisation que nous attendons définitivement encore, mais ça va être réaffirmé que la région doit être le chef de file du développement économique d'un territoire. Et ça me semble, moi, désormais pertinent, parce que c'est effectivement procéder au rapprochement des décisions vis-à-vis de la population et des citoyens. J'ai entendu ce matin, mais Madame Joanneau l'évoquait également, la prise de conscience, la participation des gens qui vivent sur les territoires où on réfléchit à un avenir, et notamment sur l'implantation de nouvelles énergies pour quitter le modèle que l'on connaît aujourd'hui, est primordiale. Et il nous semble, pour nous, alors peut-être, vu du conseil régional, ce soit normal que je dise que ce soit la région qui soit la plus à même de développer ce type de nouveaux procédés, mais on a déjà fait des choses. On a déjà fait les schémas régionaux de développement de l'éolien, en partenariat avec l'État à l'époque. Et là, on a été relativement mis devant le fait accompli, puisque les discussions sur le territoire, c'était effectivement face à face avec les habitants qui, au démarrage, n'étaient quand même pas très convaincus que ce genre d'énergie renouvelable soit la meilleure des choses. Hein. On quitte un modèle quand même
qu'on a encore difficile souvent sur les territoires de quitter. Voilà, alors après, nous aussi, au niveau de la région Champagne-Ardenne, on a engagé un plan climat, air et énergie, et donc on a ouvert le débat largement sur comment produire de l'énergie renouvelable demain dans des conditions qui peuvent être intéressantes. Donc on est également engagé, pour ce qui nous concerne, sur les dossiers de biomasse et de méthanisation, par exemple. Ça fait aussi son chemin et ça procédera certainement aussi au mix énergétique dont tout le monde parle. Et puis, de par les caractéristiques de notre région, nous avons aussi une capacité à travailler sur la mise en filière du bois, qui est également une autre façon de participer à la diversification. Alors revenons sur l'éolien. Vous êtes l'une des 2 régions championnes de France avec Picardie sur le sujet de l'éolien. Comment concrètement vous vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les freins et les barrières sur le sujet de l'éolien? Alors nous sommes partis justement de l'organisation du territoire quand il a fallu créer un schéma régional où déterminer les zones. Alors les ZDE n'existent plus, mais c'était ça au départ. Et aller recenser sur le territoire et demander la participation et savoir où on pouvait implanter. Alors, une caractéristique de la région Champagne-Ardenne, c'est qu'on n'a pas beaucoup de population, 53 habitants au kilomètre carré. On a des territoires qui sont beaucoup des terres agricoles, donc ça donnait une opportunité pour se placer et se positionner sur le développement de l'éolien qui nous a semblé tout à fait intéressante. Et puis on doit être dans une des régions les plus vantées de France, parce qu'autrement on n'aurait pas pu en aussi peu de temps réussir à implanter autant de mâts sur notre territoire, puisque nous sommes à un peu plus de 600 mâts maintenant depuis le démarrage du programme. Et j'imagine que vous avez eu des préfets actifs. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'articulation nécessaire entre l'État, qui est effectivement là, pour moi, à donner des grandes directions, les grandes lignes, éventuellement aussi les moyens pour mettre en œuvre des politiques qui sont décidées à Paris. Ça, on pourra peut-être en revenir aussi tout à l'heure sur les financements liés au développement des énergies renouvelables. Et puis, la bonne complémentarité avec un niveau régional, puisque entre préfets de région et présidents de conseils régionaux, généralement, les choses ne se passent pas trop mal à partir du moment où chacun met la bonne volonté pour faire avancer les choses. Alors on parlait des lycées tout à l'heure. Quel rôle vous pouvez jouer au niveau de la région, notamment sur la formation? Alors notre région là aussi est un peu précursée. J'ai l'impression de faire le premier de la classe cet après-midi. C'est pas toujours le cas, rassurez-vous. Mais au moins sur ce sujet-là, voilà, je vais en profiter un petit peu. C'est que on n'avait pas senti le vent tourner, bien évidemment, pour faire un vilain jeu de mots, mais on a installé dans un lycée qui était en difficulté, toujours lié par rapport à notre démographie qui n'est pas galopante. On a des difficultés maintenant à organiser les formations dans les lycées, et les effectifs allant en diminuant, il faut réfléchir à quelles orientations donner aux formations qui peuvent être délivrées dans les lycées. Et là aussi, on a bien travaillé avec le représentant de l'État, celui de l'Éducation nationale et le recteur notamment, et on a été en capacité d'installer un premier BTS de techniciens de maintenance liés à l'éolien, et qui sort maintenant des promotions annuelles régulièrement et de manière conséquente, avec un souci pour nous, c'est que comme on a raté un peu le train, nous, de la mise en route de l'éolien sur notre région, au-delà des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, ben on a formé et on forme encore, et puis on s'aperçoit qu'on forme pour aller travailler un peu plus loin que chez nous, et c'est là qu'il faut qu'on récupère le retard que l'on a constaté désormais. Et puis il y a une autre formation qui est de niveau licence, qui est un peu plus élargie sur les compétences liées au développement des énergies renouvelables. Alors avant de revenir vers vous sur la collaboration interrégionale, on va demander à Christophe Porquier comment ça se passe en région Picardie. Vous avez pris les devants en matière de formation avec le projet WinLab. Alors quels sont les objectifs? Où est-ce qu'on en est? Et si par hasard ça a marché, le transfert de votre téléphone vers un ordi, vers la régie, on aura peut-être une ou deux images. Mais commencez quand même, on va voir s'il m'envoie un message. Déjà, moi je voudrais dire en préambule que ce qu'a dit Chantal Johanneau au début, c'est effectivement ce qui... voilà, on voit les images, WinLab, je l'ai commenté juste après. Mais c'est effectivement une des clés. Une des clés, aujourd'hui, quel est le rôle des régions pour pouvoir aller de l'avant sur ces sujets-là? On voit bien que l'État, si je devais être un peu caricatural, l'État, il sait commander un Concorde sans demander aux compagnies aériennes si elles en ont besoin, et puis la tendance suivra.
Mais une stratégie industrielle, c'est pas forcément en appuyant sur un bouton qu'elle va se décider. Ça dépend aussi de plein d'autres paramètres internationaux, d'un contexte bien plus large que ça, auquel les industriels et vous tous ici, vous êtes confrontés en permanence. Et donc c'est l'adaptation entre cette réalité et des intentions de politique publique qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est bien au niveau d'un territoire qu'on peut le faire. À un moment donné, quand il y a... on va parler de rupture si on est impatient, de transition si on veut ménager d'autres personnes, mais en tout cas il y a un changement, il y a un sursaut qui doit se faire en matière de politique énergétique pour les enjeux qu'on a décrits 1000 fois, climatiques, énergétiques, économiques, de création d'emplois, etc. Donc ça, sans revenir sur le pourquoi, on le sait, c'est comment on fait. Et là aujourd'hui les régions, elles sont en mesure de donner des solutions concrètes, parce que pour avoir tel traitement de surface pour l'éolien, tel composé, telle formation pour... c'est les régions qui vont être chefs de file sur l'économie, sur la formation, sur les lycées, sur climat-énergie. Maintenant, c'est en train de se préciser. Donc, on a une vraie légitimité, du coup, à pouvoir faire concrètement avancer les dossiers en partenariat avec toutes les personnes qui sont ici réunies pour coller à la réalité et faire que ces avancées puissent se faire. Alors, WindLab, c'est venu de cette volonté initiale de la région, justement, de coïncider avec le développement de l'éolien, très fort sur la région, 2800 MW à terme installés, et d'avoir aussi un développement économique qui lui soit associé, à la fois sur l'enjeu industriel et économique, sur l'enjeu de la recherche, on en reparlera peut-être, mais aussi sur l'enjeu de la formation, très, très précisément. Et donc en étant au cœur d'une zone de développement de l'éolien sur le grand nord de la France, à peu près 8000 MW, si on additionne le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Picardie, la Haute-Normandie et un tout petit peu en Ile-de-France, mais désolé, en Ile-de-France, les éoliennes, c'est pas le fort. Mais en tout cas, voilà, il y a une zone de développement de l'éolien, et donc la Picardie, elle peut jouer un rôle au milieu de ce bassin-là pour former les personnes, et en partenariat, parce que faire les choses tout seul et dire la Picardie va tout faire toute seule, ça n'a pas de sens. Aucune région, ni la Champagne-Ardenne, ni la Picardie, ni la Haute-Normandie ne peut agir seule pour mener une politique publique. Et c'est des fois le travers qui est renvoyé aussi par la DGCL, c'est on va donner des compétences à des collectivités, mais dès qu'on leur donne 5 €, c'est pour aller les boire au bistrot. Ils vont aller dilapider ça dans n'importe quelle politique, alors qu'on veut une politique d'État qui soit tenue. Ça, c'est des discours qui sont vieux, datés. Aujourd'hui, les collectivités, elles savent faire leur boulot pour mener des vraies politiques publiques d'intérêt général à terme. Elles n'ont pas besoin d'avoir le grand frère de l'État qui leur dit il faut faire ça et on verra si ça marche. Des collectivités locales comme les régions, elles savent mener le travail sur les lycées, elles savent travailler aussi sur l'énergie, sur la formation, pour que ces politiques-là puissent être menées à terme, à une condition, c'est de travailler en collaboration avec les professionnels quand on est sur des enjeux économiques, en collaboration avec les autres régions, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire dans 4 régions frontalières la même chose. Ça serait ridicule et ça serait là, au contraire, du gaspillage d'argent. Voire même de faire 22 WindLab sur toute la France. 22 WindLab ou 22... Alors commentez-nous WindLab, là, les diapos là. J'y viens un peu plus. Donc il y a 1,8 million qui a été investi sur cette plateforme dont on voyait les images. Là, il y a un mât qui a été installé il y a peu sur la cité scolaire sud à Amiens, donc au lycée Édouard Branly. On voit même au premier plan même un petit morceau de page, je crois, qui apparaît. Là, ce sont des demandeurs d'emploi pour la première session qui est ouverte au mois de septembre qui sont formés. Donc 15 demandeurs d'emploi sur la première tranche, 30 très vite, sous peu. Et également, ça c'est sur l'aspect formation des demandeurs d'emploi, là on voit les nacelles qui sont installées à l'intérieur. Il y aura 2 types de nacelles, puisqu'on aperçoit au premier plan justement la fosse qui va accueillir la 3e nacelle d'un autre type d'Enercon qui va arriver ensuite. Et on a, donc je disais, formation des demandeurs d'emploi, mais aussi en formation initiale, sur les BTS, liés au BTS maintenance industrielle, bien sûr, c'est intégrer dans la formation initiale des modules qui vont pouvoir aussi parler de l'éolien, parce que ce n'est pas que des métiers dédiés, que ce soit sur le bâtiment, sur les énergies renouvelables ou autre chose, ce ne sont rarement des métiers dédiés et tout neufs. En général, ce sont des évolutions le plus
plupart du temps, ce sont des évolutions de métiers existants qui doivent intégrer une nouvelle dimension et se verdir petit à petit avec des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à préparer. Donc cette plateforme qui est déjà opérationnelle, qui va encore être complétée, qui va être inaugurée prochainement, et avec laquelle, je tiens à insister là-dessus, on travaille avec l'ensemble des grands acteurs de l'éolien qui participent non seulement en matériel, parce qu'ils ont participé aussi, pas la région qui a tout fait toute seule, mais aussi ils participent concrètement aux formations. Ils vous les fournissent gratuitement, les matériels, là, ce qu'on vient de voir là ? Ça fait partie de la dotation qu'ils ont apportée. Alors, formation et recherche et développement sont souvent intimement liés. Comment ça se passe en Picardie ? Alors, on a fait un tour de table il y a quelques années maintenant, en 2010, avec l'ensemble des laboratoires et universités qui sont dans la région. L'Université de Picardie Jules Verne, l'Université technologique de Compiègne, le CETIM sur la mécanique, l'ESIE, qui est une école d'ingénieurs sur électronique et électricité à Amiens, l'INERIS qui travaille sur les risques également, enfin bon, un certain nombre, j'en oublie, qui avaient tous des compétences qui étaient éparpillées. Et on les a réunis autour d'un même objet qui était comment chacun de vous peut apporter une compétence supplémentaire dans ce projet commun que l'on a, qui est de développer l'éolien. Et chacune finalement des antennes de l'université, comme l'INSET de Saint-Quentin ou d'autres, avait ici un calcul mathématique, ici un travail sur la foudre, ici un travail plutôt sur l'informatique et le traitement des données, pouvait apporter une compétence qui pouvait venir apporter de l'innovation par rapport à l'éolien en particulier. Et donc ça a débouché sur un travail partenarial. Encore la semaine dernière, il y avait un colloque spécifique de l'Université de Picardie Jules Verne qui a été dédié justement à l'éolien et au développement de l'éolien dans les filières universitaires, avec 200 personnes, je crois, qui y ont assisté. Donc c'est à la fois une réalité universitaire dans le travail collaboratif, mais c'est aussi une réalité concrète, parce que maintenant on a des projets collaboratifs entre l'université et des entreprises qui vont développer des nouvelles solutions d'ingénierie ou aussi de maintenance prédictive, enfin tout un tas d'outils qui sont développés en commun sur de l'innovation pour que l'éolien soit plus performant. Et ça, justement, c'est la matière grise picarde qui est mise à contribution pour aller de l'avant. Vous avez brièvement évoqué tout à l'heure l'échelle d'un tel projet, interrégional forcément. Vous collaborez, on pourrait demander à Jean-Marie Meunier s'il est prêt à collaborer sur un projet comme celui-ci. Non, mais allez-y, répondez d'abord, Christophe Porquier. J'ai eu l'occasion d'en parler avec M. Bachy, quand on avait eu un colloque sur l'éolien à Reims il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et on s'était dit que justement c'était intelligent de mieux rapprocher, comme on le fait d'ailleurs sur d'autres sujets, sur les agro-ressources par ailleurs. Donc c'est une suite, puisque je sais que le président Géverck, la région Picardie, et le président Bachy en ont parlé, et qu'il y a bien cette volonté de travailler en commun. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on a 22 centres de formation, si on ne mutualise pas à un moment donné, peut-être que nous on va être bons sur ces sujets-là, sur d'autres sujets, c'est pas la Picardie qui va mettre un port comme le Havre en avant pour être sur tout ce qui... Voilà, chacun son métier, et chacun ses spécificités, et c'est en sachant là où on est le meilleur, qu'on va pouvoir bien se compléter les uns et les autres. Et c'est ça la nouvelle intelligence des collectivités territoriales aujourd'hui. Vous écouterez tout à l'heure Vianney Chalut, président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre, qui vous dira un peu quels sont les atouts et les attraits de son port. Vous aurez moins de regrets. Alors, Jean-Marie Meunier, comment on fait ? Vous allez être obligé de laisser partir finalement vos gens dans les autres régions ? Vous allez être obligé de former pour une bonne partie de la France ? Vous savez, c'est pas obligatoirement le plus négatif, hein, parce qu'on a quand même pour habitude de dire que les gens reviennent souvent aux sources. Donc à un moment ou à un autre, l'investissement qu'on aura réussi à consentir chez nous sera de nouveau un retour d'investissement à un moment ou à un autre. La roue tourne, on ne sait pas son diamètre ni sa vitesse de rotation, mais à un moment, les choses bougent obligatoirement. Alors, par rapport à votre question sur la coopération avec les régions voisines, là également, les régions sont suffisamment intelligentes pour savoir travailler les unes avec les autres. Alors, deux éléments de comparaison simples, c'est qu'effectivement,
Mon collègue vient d'évoquer le pôle de compétitivité industrie agro-ressources, hein, qui travaille là aussi sur un développement de carburant de 2e ou voire 3e génération pour aussi participer au développement de production d'énergie. Bien, ce pôle de compétitivité, on le partage entre la Champagne-Ardenne et la Picardie. Et puis un peu plus à l'est, chez nous, on a un autre pôle de compétitivité, c'est le pôle Materalia, qui est lui qui a plus vocation à travailler sur les métaux de demain, tout ce qui est lié à la matière. Eh bien ça, on partage ce pôle de compétitivité avec la région Lorraine. Donc vous voyez que par définition, la Champagne-Ardenne a grand cœur, puisqu'elle se trouve entre 2 régions avec lesquelles elle travaille déjà très régulièrement. Et puis voyez-vous, on peut imaginer aussi des formes de collaboration qui sont encore à déterminer, puisque en travaillant sur le développement de matériaux, etc., on travaille aussi sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'éolien, parce que sur les formations qui existent ou les matériaux existants aujourd'hui qui sont utilisés, rien ne nous dit que demain, on aurait des évolutions fortes pour travailler aussi sur comment construire une éolienne. Donc voilà, non, les régions sont très ouvertes sur ce type de collaboration. D'ailleurs, à la limite, c'est idiot de jouer la compétition, mais là, comme cet après-midi, nous sommes dans un cas un peu particulier, comme on est en tête tous les deux, il vaut mieux savoir additionner ses forces que essayer de se trouver des faiblesses mutuelles. Merci pour cette introduction un petit peu longue à la table ronde. Je vous propose maintenant que vous soyez rejoints par les professionnels, les énergéticiens. Comment se positionnent-ils par rapport à tout ce que vous venez de dire? Qu'ont fait nos voisins pour relever ces défis? Là aussi, on aura un invité étranger. Et puis le nerf de la guerre, comment financer tout ça? On entend beaucoup parler de la BPI en ce moment. Voyons un petit peu ce qu'elle en pense. Donc je vais demander à Robert Durdilly de vous rejoindre. Il est président de l'UFE, l'Union française de l'électricité. L'invité étranger, c'est Thomas Becker, qui est délégué général de l'EWA, comprenez European Wind Energy Association. Donc c'est un petit peu comme la Danish Wind Energy Association que vous avez vu ce matin, mais au niveau européen, fédérateur de toutes les associations locales. Corentin Civil est responsable du pôle énergie du think tank Terra Nova. Magali Gessel, qui est directrice de la stratégie du pilotage au sein de la direction stratégie, études et développement de BPI France, la banque publique d'investissement. Et Francis Valla, il est président du cluster maritime français. Il viendra nous donner le point de vue des acteurs maritimes. Robert Durdilly, président du... Alors, il y a 2 micros pour vous tous, il va falloir vous répartir ça. Il y en avait un 3e ce matin, mais je ne sais pas où il est passé. Il me l'a encore caché dans les cubes, là, c'est ça, non ? Non, il y en avait encore un autre. Merci, Chantal. Ah, ben voilà. À qui je le donne? On va le donner par là à Thomas. Voilà. Alors, Robert Durdilly, vous avez publié le 17 septembre un communiqué de presse qui demande un nouveau mode de soutien aux énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'il faut changer le cadre de soutien et le cadre de développement de ces filières? Je crois que ce qu'on veut dire, c'est trouver des solutions pour que le développement des ENR se fasse de manière soutenue, avec de la visibilité et de manière intelligente dans le système électrique. Alors, il y a manifestement, on le constate dans de nombreux pays, des difficultés à intégrer des ENR qui sont sur un mode de soutien très régulé dans un marché de l'électricité qui, lui, est dans un système concurrentiel. Et on constate tout simplement 2 choses. La première, c'est que l'effet d'une intégration, enfin, il n'y a pas que cet élément-là, mais en particulier cet élément-là, d'une intégration des ENR, a un effet sur le prix des marchés de gros, qui est tiré à la baisse, d'une part, et d'autre part... C'est bon signe, ça, plutôt, non ? Comment ? C'est bon signe si... C'est bon signe et c'est mauvais signe parce que, bien sûr, on peut toujours voir les choses d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qui se passe, c'est que, notamment des centrales de production du type cycle combiné gaz, dont on sait qu'on a besoin dans un système électrique, par leur flexibilité et ce qu'elles peuvent apporter, n'ont plus aujourd'hui les conditions de fonctionnement normales. Et dans beaucoup de pays, en France aussi, on est obligé d'arrêter parce qu'elles ne peuvent plus se rémunérer à un niveau satisfaisant sur le marché. Donc, potentiellement, ça crée un problème sur la sécurité d'approvisionnement, la sécurité du système électrique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comme la CSPE est calculée par différence entre prix de marché de gros et un niveau de prix permettant, si je puis dire,
aux investisseurs d'investir dans des productions ENR, plus vous baissez le prix du marché de gros, plus vous êtes obligé de soutenir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la baisse tendancielle des coûts se font, c'est une bonne chose en matière de production ENR, dans notre mécanisme, on a une course à l'échalote, si je puis dire, puisque en même temps, le prix du marché de gros baisse. Et donc, pour ces deux raisons, on dit qu'il faut réfléchir à la manière de faire évoluer les choses pour que, justement, les ENR s'intègrent bien. Je pense qu'il y a des conditions et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans un pays, en Europe par exemple, il y ait des conditions complètement satisfaisantes de ce point de vue-là. Et comme plus on va développer les ENR, plus cette question va devenir criante, il est important de le traiter. Je voudrais ajouter un autre point aussi qui est très important. Quand on développe des capacités de production électrique et qu'on n'a pas en face de consommation supplémentaire en électricité, on crée ce qu'on appelle des surcapacités, qui explique aussi l'équilibre offre-demande sur le marché de l'électricité qui va vers la baisse. Or, si on se fixe comme objectif, effectivement, d'atteindre les objectifs de développement des ENR, qui sont en soi... vous dites si on se fixe, on se les est déjà fixés, là. Il y a une parole d'État, comme on le disait à l'instant. Au-delà de ces... Si on veut les atteindre, c'est ça que je veux dire, si on veut les atteindre, sans créer de surcapacité et sans créer de coûts échoués dans le système, tout simplement, parce que c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays européens. Au fur et à mesure que les ENR se développent sans qu'il y ait de véritables besoins, pour tout un tas de raisons, il y a l'efficacité énergétique, il y a aussi malheureusement les effets de la crise, on se crée effectivement une situation de surcapacité qui finalement est pénalisant pour tout le monde. Donc il faut éviter de se trouver dans cette situation de surcapacité. Et donc on pense qu'il ne faut pas oublier un des objectifs majeurs d'une transition énergétique, qui est la réduction de dépendance au pétrole. Et donc, notre préconisation, elle est assez simple au fond, elle consiste à dire, au fur et à mesure qu'on développe les ENR, il faut en profiter pour développer des usages du pétrole vers l'électricité, et d'ailleurs, pour une partie aussi vers le gaz naturel, qui est moins émetteur de CO2. De cette manière-là, on améliore la balance commerciale, qui, vous le savez, est en France très lourdement pénalisée par les achats de pétrole. On améliore le bilan CO2 de la France grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables et on évite des coûts échoués dans le système électrique. Donc c'est à cette réflexion, c'est-à-dire c'est une véritable politique là pour le coup nationale qu'il faut essayer de mettre en place, réviser les outils, effectivement les mécanismes de soutien, et je pense que pour des filières matures comme l'éolien, c'est intéressant de se reposer des questions. Alors, il est vrai que la réponse n'est pas simple parce qu'il faut absolument que les industriels qui investissent dans les énergies renouvelables aient visibilité, suffisamment de sécurité pour que ces investissements se réalisent. Pour le moins, il faut aussi considérer lucidement, si je puis dire, les difficultés, et c'est précisément en les regardant et en cherchant à les traiter que je pense nous arriverons effectivement à maintenir dans la durée le développement plein et entier des énergies renouvelables. En d'autres termes, il faut qu'en même temps, c'est peut-être ce qui manque un peu dans notre politique, c'est qu'on se fixe des objectifs de développement des ENR sans regarder l'impact que ça a sur systémique, parce que c'est un effet systémique sur l'ensemble, et en particulier dans le système électrique. Donc je pense que ça nous renvoie à un système de pilotage global du système, de l'énergie. On voit que les énergies renouvelables, l'électricité en particulier, est un vecteur énergétique formidable justement pour une politique énergétique parce qu'elle adresse toutes les énergies primaires quelque part. Et donc c'est un outil qui est à notre disposition mais qui doit être revu dans une politique globale en appréhendant les effets systémiques. C'est ce qu'on se propose de travailler et d'aider à faire émerger au moment où la France se refixe des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique. Alors, puisque vous êtes en train de parler du système, densification et maillage vont permettre d'accueillir plus facilement ces énergies renouvelables en général, et surtout cet éolien, par effet de foisonnement. Dominique Maillard, le patron de RTE, vous écoute attentivement. Il interviendra juste après, justement, sur le réseau avec ERDF. Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver à réussir l'intégration de l'éolien massivement en France, alors qu'on avait un système très centralisé au départ?
Ah bah, il va nous le dire. Il va nous le dire, non mais je pose la question à l'UFE, puisque vous voulez... Un sujet sur lequel je suis confiant, c'est celui-ci. Je pense qu'on peut très très bien y arriver. Au fond, on connaît à peu près les conditions. Il faut des investissements, certes. Il ne faut pas sous-estimer les investissements qui sont nécessaires. Et je me rappelle dans le débat sur la transition énergétique, il y avait eu un débat sur faut-il plus de réseaux ou moins de réseaux, hein, vous vous rappelez. Ça a été un débat assez animé. Bon, je pense que tout le monde a compris que la question des réseaux était essentielle et que aller dans l'idée que ce développement pourrait nécessiter moins de réseaux était très illusoire et qu'au contraire, il fallait renforcer le maillage, etc. Donc, en termes d'investissement, il faut faire ce qu'il faut. En termes techniques, je suis assez confiant aussi dans la capacité de le réaliser. C'est plus dans... Enfin, réseau, donc, à condition qu'on l'adresse bien et que ça soit bien traité, je suis assez... Donc vous êtes confiant sur notre atteinte des 23%. Par contre, c'est plutôt sur les mécanismes de soutien, d'intégration d'une autre nature. Alors effectivement, les réseaux, si on rate, entre guillemets, cette intégration réseau, on ratera l'objectif. Mais je pense que ce n'est pas le plus difficile à atteindre. D'accord, parce que ce matin, Joël Carrigrès nous disait objectif 2030, enfin possibilité d'objectif 2030, 34 gigawatts à terre et 12 gigawatts en mer, soit 22% de l'électricité française. Alors là, on est beaucoup plus loin que les 23%, toutes énergies renouvelables. Et ça, ce serait possible? Oui. Christophe Porquier. Oui, donnez-lui un micro, là, le fluo là, qui est juste devant vous. Là. C'est le débat sur le plus ou moins de réseaux. Je crois que les termes de débat... n'était pas tout à fait cela. C'était plus de réseaux ou mieux de réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres. Le réseau peut être intelligent, il peut anticiper les consommations, il peut les réguler. Il faut aller dans cette direction-là. Et puis aussi, le réseau, il peut être beaucoup plus territorialisé. Il n'est pas forcément un réseau européen centralisé qui envoie l'électricité aux quatre coins de l'Europe. C'est aussi cette évolution-là qu'il faut savoir anticiper, qui nécessite malgré tout des investissements. Je dirais que dans les deux cas de figure, un système plus centralisé ou un système plus territorialisé, s'appuyant davantage sur les smart grids, dans tous les cas, il y a une logique d'investissement derrière. Mais ce ne seront pas les mêmes investissements. Hein. Et on ne va pas non plus calibrer notre réseau sur le surdimensionnement en chauffage électrique qui fait qu'on paye une fortune chaque hiver au moment de la pointe électrique parce qu'on a mal orienté nos politiques publiques dans ce domaine-là, qui fait qu'un degré supplémentaire, un degré en moins par contre de température en France, ça va faire 2000 mégawatts en plus sur le réseau français et 500 en Allemagne par ailleurs, parce que les politiques de mode de chauffage, d'isolation, etc. ne sont pas les mêmes. Donc je pense que c'est une les opposants disent que à ce moment-là, les Allemands chauffent au charbon. La course à l'échalote, c'est pas que sur le tarif dont parlait M. Durdy, c'est aussi sur quelle politique énergétique on veut, et tout ça, ça doit se regarder de façon un peu systématique. Les opposants disent qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils n'ont que 500 de plus en mégawatts appelés pour 1 degré, mais 2-3 gigawatts, vous confirmez? 1 degré de plus de 3 gigawatts? 2300, précis, attention, 2300, 500 pour les Allemands. Comment ils font? Il faut bien qu'ils se chauffent. Connaissez Porquier. Posez la question à M. Durdy, parce que c'est à lui que vous faites. Allez-y. Je connais la réponse. Eh bien, ils ont une politique. Ils ont une diversité d'approvisionnement qui est différente. Aussi, il n'y a pas que l'électricité. Le chauffage n'est pas le même. Et puis, il y a une politique très volontaire aussi d'isolation de l'habitat qui commence aussi à porter ses fruits. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un Allemand et un Français au niveau du pourcentage dépensé pour le chauffage en termes de PIB. Donc c'est la même part de revenus qui est dépensée pour se chauffer Alors, on va demander justement à nos voisins comment ils font. Thomas Becker est avec nous. Je vous ai dit qu'il était délégué général de l'EWEA. Réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, réaction par rapport aux propositions de l'UFE de revoir le cadre de soutien à la filière éolienne. Allô ? Ça marche ? Ok. Ça marche. Parlez bien près du micro surtout. Oui, merci. Oui, c'est un peu difficile de comprendre tous les discussions françaises. Je pense avec les éoliens, il faut
décider politiquement, ici en France et au niveau européen, est-ce qu'on veut être dépendant de charbon, de l'huile de l'étranger? Et au niveau politique, il faut faire une décision, oui ou non. Et si on ne veut pas être dépendant des régimes, je ne veux pas qualifier, mais il y a à l'extérieur, il faut trouver des autres solutions. Les éoliens sont une des solutions. Le vent, ici, c'est français. La production peut être français. Ça donne l'électricité pour les Français. Je ne suis pas xénophobe, mais justement pour dire dans une situation économique ici en Europe où nous avons tellement besoin des employés, de l'emploiement des industriels, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas cette possibilité d'avoir, comme j'ai dit, l'électricité chez nous avec un produit qui est chez nous et en plus de la technologie qu'on peut créer ici. Et la France, vous avez une tradition polytechnique très haute, de mon opinion, et vous avez plein de vent, plein d'ingénieurs, et pour moi c'est difficile à comprendre pourquoi pas. Alors, monsieur, deuxièmement, quand je suis à Bruxelles avec EWEA depuis un demi-an, après les 2 ou 3 mois, j'étais tout le temps confronté avec la question, mais est-ce que les éoliens ne pas augmentent les prix de l'électricité européenne? Et j'ai dit, franchement, je ne sais pas. Alors, nous avons dépensé beaucoup de l'argent de faire une étude faite par Deloitte. Et ça va être publié dans 2 ou 3 semaines. Je peux vous dire 2 résultats importants. Et c'est fait dans 11 pays importants dans la communauté européenne. La France, une de ces 11 pays. Ça conclut que dans une majorité des pays observés, une pénétration importante d'éoliens contribue à une baisse du prix d'électricité sur le marché du gros. C'est une des claires conclusions. La deuxième, dans une majorité des pays, la facture d'électricité de l'industrie suit le cours des énergies fossiles. C'est aussi le cas en France, malgré la forte pénétration nucléaire. Et moi, je trouve ça tellement intéressant. Oui. Retournant pour faire un peu de... Ah oui, c'était sur l'emploi, ça. Ah oui, c'est le slide sur l'emploi. Maintenant, les éoliens sont une industrie firme, grande en Europe. Nous employons 250 employeurs, surtout, comme j'ai dit, polytechniques, et ça augmente quand on est ici, même si nous avons eu un crise très, très, très sérieux, surtout en Espagne. Je suis absolument sûr que nous pouvons augmenter beaucoup plus que ça, parce que le monde entier vont avoir les solutions comme ça. J'ai été en Brésil il y a un mois. C'était le nouvelle source d'énergie qui, avec tout le monde là-bas, tous les investisseurs sont intéressés de ça. Même en Chine,
Même chose en Afrique maintenant aussi. Et si, ici en Europe, surtout en France, si nous sommes les experts, si nous avons cette marchandise, je suis absolument sûr qu'il y a un grand marché pour l'export. Alors, non seulement ici en Europe, nous pouvons soulever un problème, ça peut être aussi un grand sujet d'export pour la future. Alors, seconde slide que vous vouliez nous présenter, si on peut l'envoyer. Il me semble qu'il y en avait une seconde. Sur la contribution, voilà. Non, la seconde, hop. Voilà. Bon, oui, c'est la contribution directe au PIB. C'est la contribution de PIB, mais il faut pas oublier que chaque jour, la communauté européenne, les pays membres 27, envoient un chèque de 1,1 milliard d'euros à l'étranger pour l'importation de fossiles. Et ça va augmenter. Maintenant, nous importons environ 51% dans la Union européenne de notre besoin. Ça va augmenter en 2030 jusqu'à 80% de notre besoin d'énergie. Est-ce que nous voulons être dépendants comme ça des régimes avec qui des temps nous n'avons pas trop en commun? C'est une question que je pense qu'il faut poser comme les gens qui ont le pouvoir. Est-ce que c'est la future avec l'énergie qui est tellement important, l'électricité qui va être de plus en plus important pour notre société, est-ce qu'on veut être dépendant de l'extérieur comme ça? C'est aussi une question qu'il faut se poser, je pense, dans ce débat. Merci. Alors, une dernière question, Thomas Becker. On a parlé tout à l'heure des objectifs 2020 avec Robert Durdilly. On a parlé ce matin avec Anne Houtman des objectifs 2030. Est-ce que vous êtes signataire du communiqué de presse, de la lettre ouverte, à l'Europe qui a été envoyée au Parlement demandant des objectifs contraignants pour 2030, rendre obligatoires les objectifs de 2030? Oui, l'organisation, oui, absolument. Je pense toujours à la France quand je pense, parce que tout le monde dit, oui, mais si on a un prix assez haut du CO2, c'est pas nécessaire d'avoir les objectifs de 2030 pour le renouvelable. C'est le logistique surtout le gouvernement britannique. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et je pense à la France, où vous avez de mon opinion, je suis désolé, mais la pyramide au Louvre. Si c'était le marché qui a décidé, est-ce que vous aurez à avoir cette pyramide aujourd'hui? Je dis non. Et c'est pour ça, la logique pour moi, c'est de dire, si on veut avoir des renouvelables pour la future, il faut avoir le courage, les politiciens, de prendre les décisions. C'est dans cette direction nous allons. Et faire le framework, en anglais, je ne sais pas le mot, le cadre. Construire le cadre. Et après, bien sûr, nous avons la concurrence dedans. Mais les grandes lignes, il faut prendre. Et avec un objectif uniquement CO2, bon, qu'est-ce qu'on a eu maintenant jusqu'au 2020? Nous avons eu uniquement des investissements dans le renouvelable à cause de l'objectif de renouvelable.
pas à cause du prix de CO2. C'est lecture que je prends de ça. Chantal Joanneau, c'est à l'ancienne ministre que je m'adresse là. Petite réaction. On va y arriver un jour à cette taxe, cette contribution énergie-climat, cette taxe carbone. C'est pas l'objet du colloque, mais quand même, ça. L'objet du colloque, mais plein de réactions. Ce qui est intéressant dans l'étude qui vient d'être montrée et dans ce qui se dit autour de la table, c'est que on voit bien que l'enjeu n'est pas technologique, il n'est pas économique, il est vraiment au contraire il est sociétal, c'est-à-dire quel choix de société on fait. Et comment est-ce qu'on le formalise pour que chaque gouvernement ne revienne pas sur ce qui a été décidé par le précédent? C'est tout le problème de la visibilité, effectivement, dont les investisseurs ont besoin aujourd'hui. Et je pense que l'axe... C'est vrai qu'on est un pays d'ingénieurs, mais là, en l'occurrence, c'est pas un problème d'ingénieurs, c'est vraiment un problème politique au sens propre. Donc, si on devait axer nos travaux, c'est vraiment là-dessus. Quel système juridique, quel système de décision on doit mettre en place pour le développer? Comment est-ce que l'État doit être un facilitateur et pas un empêcheur pour développer ce type d'énergie? Deuxième point, pour répondre sur cette fameuse taxe carbone, contribution énergie-climat, on l'appelle comme on veut, le résultat est le même, c'est purement médiatique. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas de taxe carbone. Hein. C'est pas au prix où elle est actuellement. Il n'y a pas de marché carbone. C'est un système à moitié administré, qui est effectivement très bancal en réalité, qui fait que ça n'a pas eu le rôle que ça aurait dû avoir dans le système de décision. Et les travaux avaient montré en France que si on voulait vraiment que ça ait un impact sur le développement, les travaux de Kiné notamment, il fallait partir à un prix de base de 32 € la tonne et monter assez rapidement sur une pente à 100 € la tonne. Les Suédois sont à plus de 100 € la tonne aujourd'hui et ils ont une croissance qui nous fait rêver. Donc ce qui prouve que tout le discours aussi sur ce sujet d'une taxe carbone anti-économique mérite d'être très largement relativisé. Simplement, effectivement, c'est la visibilité, les conditions de sa mise en place, parce qu'il y a des transitions pour des secteurs qui sont quand même lourdes à gérer. Donc ce qui est triste, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un consensus politique pour la mettre en place. Il faut que ce soit mis en place au niveau européen directement, comme pour les lampes fluo compactes. Si on ne le met pas dans tous les pays... C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se cacher derrière l'Europe en disant on va attendre que l'Europe le fasse pour le faire en France. D'autres pays l'ont fait sans attendre l'Europe. On a besoin en plus de l'Europe. Mais ça ne nous empêche pas d'agir. Thomas Becker, réaction? Peut-être je m'expliquais dans une façon étrange. De ce que je parle, c'est le système ETS. Oui, c'est pas le taxe, c'est parce que c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et bien sûr que je pense qu'il faut avoir un prix minimum sur les quotas de CO2 parce que ça va bien sûr aider le système, mais il faut que ça c'est accompagné, de mon opinion, avec un objectif 2030 de renouvelables pour la communauté européenne et nationaux en même temps. Parce que comme ça, je suis sûr qu'on va réussir cette future. Et j'ai oublié de dire, monsieur, sans ça, les investisseurs, l'argent ne vient pas aux renouvelables. Alors, on va en parler de l'argent. Robert Durdy, réaction. Oui, j'avais envie de réagir parce qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Mais simplement, ce qu'on peut constater, c'est que des pays qui atteignent leurs objectifs de développement des énergies renouvelables de manière très volontaire, comme le Danemark ou comme l'Allemagne, émettent plus de CO2. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter que l'atteinte d'un objectif se traduise par une dégradation sur les objectifs de CO2. Et il y a une faillite de la politique européenne dans ce domaine-là, il faut se le dire très, très simplement. Le système ETS tel qu'il a été mis en place n'a pas permis de traiter correctement cet objectif-là. Donc, ce que nous on dit simplement, c'est si on se fixe, nous on préfère un objectif majeur de type CO2 ou les autres, ou de manière à assurer cette cohérence. Mais néanmoins, si on se fixe des objectifs ONR, il faut éviter de le faire indépendamment de toute la considération de tout ce qui se passe par ailleurs. Et c'est vrai que le développement même des ONR a un impact sur les émissions de CO2, on le sait bien. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre. Et donc il faut vraiment avoir une politique globale. Chantal Joanneau, micro. On peut pas, en tout cas, il faut éviter d'avoir un objectif pur sur les ONR
et ne pas, du coup, qui évite de se poser la question sur les émissions de CO2. Je suis d'accord sur la nécessité d'avoir deux objectifs, un objectif CO2 et gaz à effet de serre et un objectif ENR. Pour autant, l'exemple de l'Allemagne est un exemple, entre guillemets, un mauvais exemple. C'est l'effondrement du prix du charbon qui a expliqué ce basculement, notamment du gaz vers le charbon, indépendamment des énergies renouvelables. Je pense que même si on n'avait pas atteint les objectifs d'énergie renouvelable, il y aurait eu cette augmentation du CO2, et même pire d'ailleurs. Je ne le mets pas sur le dos uniquement des ENR, c'est pas ce que j'ai dit, mais simplement, on peut constater le Danemark aussi a beaucoup... Et il se trouve que, voilà, donc il faut qu'on traite les deux. Il ne faut pas en traiter qu'un et oublier l'autre. Thomas Becker. Ah non, pas les gaz de schiste tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais c'est les gaz de schiste, qui ont provoqué. Non, là, il faut une table ronde, il faut un colloque entier sur le sujet. Etc. Thomas Becker. Plus la sortie du nucléaire, qui évidemment on a rajouté. Comme je suis danois, il faut que je vous informe que le Danemark, elle a eu la même augmentation de PIB, c'est ça, entre 90 et 2010 que la période entre 1900 et 1990. Dans 20 ans. Et en même temps, l'effet de le gaz comment dire, gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre n'a pas augmenté du tout. C'est quand même les 20 ans là, ils n'ont pas augmenté. Je sais que le Danemark et autres, à cause de charbon traditionnellement, parce que nous n'avons pas de nucléaire et tout ça, mais justement pour défendre un petit peu mon pays. Mais il défend en valeur relative, c'est normal. Il savait bien que vous alliez répondre de toute façon en valeur absolue avec le nucléaire. Est plutôt élevé alors qu'il y a un très bon parc ENR. Donc on pourrait s'attendre à une meilleure performance, mais il y a une partie du charbon. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut traiter les deux sujets. Merci Robert Durdillier. Alors on va demander à deux personnes de témoigner maintenant, puisqu'on arrive là tout doucement sur le nerf de la guerre et sur le moyen de financer tout ça. On va commencer avec le think tank Terra Nova, donc Corentin Civy est responsable du pôle énergie. Vous avez regardé, alors vous avez, dans vos principes, là, en préparant ce colloque, je suis allé un peu éplucher votre site, j'ouvre les guillemets, Terra Nova doit s'inspirer des réussites et bonnes pratiques de nos voisins européens. Alors sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez regardé? Vous avez commis un gros travail, là avec Alain Grandjean notamment, sur tous les modes de soutien aux énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Il y a deux aspects principaux. Parlez bien dans le micro, ils sont très faibles. Voilà. Il y a deux aspects principaux sur le financement. Donc là, il y a un aspect qui est lié au financement participatif, donc, qui concerne les citoyens, sur lequel on a essayé de travailler pour essayer de déterminer le véhicule économique qui serait idéal pour permettre ce type de financement. Et puis l'autre gros vecteur, c'est sur le financement entre guillemets public. Si on s'attache à regarder la différence entre la France et l'Allemagne, par exemple aujourd'hui les taux bancaires qui sont pratiqués en moyenne en France par les banques françaises pour financer des projets d'énergie renouvelable, ils vont tourner autour des 4,9-5% pour un projet classique de 5 éoliennes, alors qu'en Allemagne on va plutôt être sur des taux qui vont être entre 3 et 3,5%. Et y compris ces mêmes banques allemandes, quand elles vont venir financer des projets en France, elles vont être sur des taux qui sont comparables. Alors la grosse différence, ça tient au mécanisme allemand qui dispose d'une banque qui s'appelle la KfW, donc, qui était l'ancienne banque de reconstruction de l'Allemagne pour accueillir le plan Marshall et ensuite pour intégrer l'Allemagne de l'Est dans le giron de l'Allemagne de l'Ouest. Et cette banque-là, elle a la particularité d'emprunter directement auprès de la BCE à des taux donc extrêmement réduits, et ensuite de reprêter cet argent-là à des taux tout aussi réduits aux banques allemandes pour financer des projets de la transition énergétique, donc à la fois sur le bâtiment, sur le chauffage renouvelable et sur les énergies renouvelables. Et elle a aussi la particularité de le permettre à l'étranger, donc de permettre aux banques et donc de servir d'outil à l'export de l'industrie allemande pour permettre le financement par des banques allemandes
via des sociétés allemandes, même si le système peut être légèrement contourné, mais via principalement des sociétés allemandes, et donc ça permet là aussi de rendre très, très attractif et très, très compétitif l'industrie allemande dans le reste de l'Europe. Donc une des réformes qui avait été envisagée en France, c'était sur l'aspect de la banque publique d'investissement, de lui permettre d'avoir un mécanisme similaire. Alors pour tout un tas de raisons complexes, c'est assez difficile parce qu'il faut éviter que la dette créée par cette BPI pour financer ces projets-là n'entre dans les critères maastrichtiens et ne respecte pas les 3% qui ont été définis au niveau européen. Donc ces critères font qu'aujourd'hui ça bloque sur ce point-là et que l'investissement de la BPI va plutôt servir à des projets liés au bâtiment et malheureusement pas encore à des projets liés aux énergies renouvelables. Mais c'est une des pistes possibles et c'est une des pistes encore possibles pour permettre de donner du crédit à des taux intéressants aux projets en France et aussi de permettre de relancer le financement bancaire qui aujourd'hui est très, très bloqué en France du fait des risques en particulier sur le tarif d'achat qui paralyse un grand nombre de projets. Alors, vous venez de tendre une perche vers la BPI. Pour autant, un dernier mot, vous militez aussi pour la création d'un fonds de garantie. Oui. Alors, le fonds de garantie, là, il s'attache plutôt à d'autres aspects qu'à l'éolien. Donc, ça va plutôt être autour de la biomasse, de la méthanisation et de la géothermie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour financer un projet en géothermie profonde, aucune banque ne va vous suivre, donc il faudrait un fonds de garantie qui permette de garantir les fonds propres apportés par les entreprises et ensuite les capitaux apportés par les banques. Et idem pour la biomasse et la méthanisation, où là c'est l'aspect ressources qui pose problème. Et donc un fonds de garantie qui permette de garantir le défaut mettons, vous avez 10 exploitants sur une unité biomasse, une unité biométhane. Il y en a 1, 2, 3 qui font défaut, vous avez la possibilité avec le fonds de garantie de venir suppléer à ça et donc de rassurer les banques qui pourront financer le projet. Terra Nova, sur le sujet précis de l'éolien, vous trouvez qu'on se donne les moyens de notre ambition, qu'on donne assez de visibilité aux industriels ? Alors là, depuis l'élection de François Hollande en 2012, il y a eu un premier dégel donc avec la suppression de la règle des 5 mâts et la suppression des ZDE. Là aujourd'hui, il y a sans doute un gros motif d'inquiétude pour le secteur éolien en France qui est lié à la remise en cause des tarifs d'achat. Alors pourquoi pas réfléchir effectivement, et à Terra Nova on y réfléchit depuis un petit moment, sur l'évolution de ces tarifs d'achat à l'avenir. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est demain annuler les tarifs d'achat et repartir sur un nouveau modèle. Ça plomberait complètement l'ensemble de la filière et ça anéantirait déjà une filière qui est qui a de grandes difficultés depuis 2-3 ans. Une modification du cadre, pourquoi pas, mais elle n'est pas urgente en France. Si on compare justement avec l'Allemagne, où eux commencent à se poser la question, et le nouveau gouvernement élu est en train de travailler aussi sur une réforme de leur tarif d'achat. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Ils ont un niveau bien plus avancé que nous, ils sont pratiquement x10 sur l'éolien et le solaire comparé à nous. Et donc ils ont des quantités d'énergie renouvelable bien plus importantes dans leur pays, et ils commencent tout juste à sentir que les effets sur le marché qui ont été décrits tout à l'heure par M. Durdy. Et donc pour pallier à ça, ils commencent à envisager la réforme du marché. Nous, on en est bien loin. Et en plus, on ne peut pas accuser non plus, comme on le fait assez souvent, la déstabilisation faite par les énergies renouvelables en Allemagne. Le niveau d'échange entre la France et l'Allemagne, il va jamais très rarement dépasser les 3 gigawatts. C'est pas ça qui déstabilise notre réseau. En France, on a un autre problème, c'est qu'on est en surcapacité structurelle dans notre pays, c'est-à-dire qu'en gros de mars à octobre vous avez presque la moitié du parc nucléaire qui doit être arrêté parce qu'on est en surcapacité, et à l'inverse on est en sous-capacité en hiver. Donc on a un système qui a un autre défaut, donc c'est un petit peu facile d'aller taper sur les énergies renouvelables et en particulier sur l'éolien pour suppléer à ce problème. Ben voilà de quoi discuter avec Dominique Maillard tout à l'heure sur les échanges, sur sur- et sous-capacité. On va regarder ça plus finement. En attendant, vous avez bien évoqué le rôle que pourrait jouer la BPI. Alors je ne sais pas si on doit l'appeler la BPI ou la BTE. Le président de la République l'a vraiment intronisé comme banque de la transition énergétique. Magali Jessel, vous êtes directrice de la stratégie et du pilotage. Alors comment est-ce que vous intervenez sur ce sujet en général, le sujet des énergies renouvelables, et sur l'éolien en particulier, ou comment est-ce que vous allez intervenir ? Alors, je voudrais rassurer Terra Nova, nous intervenons sur les énergies renouvelables. Je vais y venir. Je voulais peut-être juste avant ça vous dire un mot de cet animal étrange, BPI France, Banque publique d'investissement, pour vous dire que c'est effectivement une banque et en même temps une banque pas tout à fait comme les autres, pas tout à fait comme les autres au regard de ses actionnaires en premier lieu, qui sont, je le rappelle, l'État et la Caisse des dépôts, et qui donc ancrent BPI France au sein de l'action collective et
et du service de l'intérêt général. Cet élément se traduit dans nos missions, puisque nous avons une mission de financement des entreprises par des prêts et par des fonds propres aux différentes étapes de la vie de ces entreprises et pour couvrir leurs différents besoins. Cette mission, elle est bien évidemment au service d'une finalité un peu plus grande encore, si je puis dire, qui est le soutien de la croissance durable, l'emploi et puis la compétitivité de l'économie française. Toute chose que nous ne réalisons bien évidemment pas seuls. Il ne s'agit pas de faire à la place du marché, à la place des acteurs financiers, à la place des banques, mais bien plutôt d'entraîner et de fédérer les initiatives privées lorsqu'elles sont un peu timides. Et puis, dernière particularité, effectivement, la loi nous confère un rôle particulier en matière de soutien à la mise en œuvre de la transition énergétique. C'est incontestablement la marque de l'importance que le législateur accorde à ce sujet, mais c'est aussi la traduction dans les faits d'actions nombreuses, soutenues, diverses, que menaient les différentes entités qui préexistaient et qui composent aujourd'hui BPI France, à savoir OSEO, CDC Entreprises et le Fonds stratégique d'investissement. Alors, si on en vient un petit peu de façon concrète à la façon dont nous agissons, il y a trois outils principaux. Je vais commencer par celui qui est sans doute le plus connu, qui est le financement en dette, qui a pu être mis en place dans le passé par OSEO et que bien entendu nous continuons. Et je pense que nous pouvoir dire que nous avons joué un rôle d'entraînement sur ces projets d'éolien qui sont difficiles à financer, j'y reviendrai, et nos encours aujourd'hui représentent à peu près 1,5 milliard d'euros en matière d'énergie renouvelable, dont un peu plus de 600 millions d'euros dans l'éolien. Des projets, enfin des interventions en dette, bien entendu en cofinancement avec des établissements bancaires plus classiques. Deuxième type d'intervention que nous menons, ce sont des interventions en fonds propres, des investissements au capital d'entreprise, au capital de développeurs. On peut citer Vernier et ses éoliennes rabattables. On peut en citer de plus petits comme Valorem ou encore de belles histoires via un des fonds d'investissement que nous soutenons, Demeter. Nous sommes historiquement actionnaires d'Aérowatt, de JMB Énergie. Et on sait que ces deux entreprises se sont rapprochées récemment et c'est une histoire comme on les aime, je dirais, puisque finalement c'est le rapprochement souhaité par deux entreprises, entreprises qui s'avèrent être très complémentaires à la fois en termes de mix énergétique qu'elles soutiennent, en termes d'ancrage territorial avec des zones là aussi complémentaires, et finalement c'est une belle illustration de ce à quoi nous souhaitons contribuer, à savoir permettre aux entreprises françaises en général et à celles du secteur en particulier de grandir pour constituer les entreprises de taille intermédiaire qui font assez cruellement défaut au tissu économique français. Et puis, on aura Jérôme Biret avec nous demain à la table ronde de Quadrant, qui est la fusion d'Aérowatt et de JMBE. Et puis évidemment, nous intervenons en matière d'innovation, puisqu'il y a des sujets de recherche, et de développement et d'innovation qui sont assez cruciaux, surtout ces sujets des énergies renouvelables. Puis quand même, je ne peux pas ne pas citer les actions pionnières à l'époque, maintenant quasiment historiques, de la Caisse des dépôts, l'un de nos deux actionnaires en matière d'énergie renouvelable, puisque la Caisse finance activement depuis le milieu des années 2000 des projets d'infrastructures territoriales de production d'énergie et d'éolien en particulier. Cette expérience, elle nous permet d'avoir un petit retour de vue du financeur sur le secteur. Alors, pour nous, l'éolien, c'est évidemment une des filières centrales des énergies renouvelables, du fait de sa maturité, du fait de sa productivité aussi, qui a de beaux enjeux devant elle en termes de stockage, de prédictibilité, de couplage aux différents outils du numérique. On a évoqué les smart grids tout à l'heure. Et puis, effectivement, en termes de territorialisation. Alors, il ne s'agit pas pour moi, vous l'imaginez, d'opposer l'action de l'État à l'action des régions. On a, à BPI France, la chance d'avoir des synergies avec ces deux acteurs. Et je pense que chacun de ces deux acteurs peut apporter beaucoup au secteur en complémentarité.
Quand on observe un petit peu le comportement des autres financiers sur ces sujets d'énergie renouvelable, moi je dirais qu'il y a 3 principales difficultés aujourd'hui, en tout cas 3 principaux facteurs qui les conduisent à hésiter ou à regarder le secteur avec une certaine précaution. Le premier de ces éléments, c'est le cadre réglementaire, à 2 égards. D'abord par sa lourdeur, enfin en tout cas le fait que les projets prennent un temps incontestable et de plus en plus long pour se développer, donc c'est vraiment des projets au long cours, ce qui est un petit peu compliqué pour un acteur financier tout à fait classique. Et puis l'instabilité, bien évidemment, avec les recours qui sont dans tous les esprits, sont aussi un facteur de frilosité pour les financiers. Le deuxième élément qu'on a pu observer, c'est qu'on est là face à des entreprises qui portent des actifs, qui sont des actifs très capitalistiques, qui se financent sur le long terme, avec des dettes qui dépassent la dizaine d'années et parfois assez largement. Or, les contraintes prudentielles de liquidité, de solvabilité des banques font qu'elles ont assez massivement réduit la maturité des crédits qu'elles accordent, et donc l'éolien, de par ses caractéristiques, a eu aussi à connaître les affres de ce raccourcissement des crédits. Et puis enfin, les actifs éoliens, ils sont traités par les banquiers en général comme des actifs à risque, des actifs à exploitation en risque. Et donc ça suppose que chaque dossier de financement doit faire l'objet d'une instruction très précise, d'une très bonne connaissance du sous-jacent et donc d'une certaine technicité du financier pour adapter son financement. Ces différents éléments, ils expliquent qu'il y a au fond aujourd'hui assez peu de banques mobilisées sur le financement de l'éolien. Et en même temps, je dois dire que celles qui sont mobilisées ont développé une connaissance du secteur qui est assez remarquable. Donc bien évidemment, ces facteurs-là ne sont pas de nature à effrayer un acteur comme BPI France, qui est au contraire, par définition, là pour entraîner les financements, structurer le marché des financements quand ils sont imparfaits ou quand ils sont complexes. Et donc nous allons bien entendu continuer à soutenir cette filière avec enthousiasme. Vous avez beau être une banque publique, vous prenez des risques comme les autres banques. Donc cette instabilité que vous évoquiez à l'instant, ça doit vous inciter à aller regarder auprès de ceux qui vous ont mis en place et de leur dire, écoutez, donnez-nous plus de visibilité. On arrive en co-dette sur le... Je ne parle pas des fonds propres, là c'est encore autre chose. Mais quand vous arrivez en dette senior, vous êtes aux côtés d'un pool bancaire dans la même barque. Donc qu'est-ce que vous dites en haut lieu par rapport à ça? Alors, évidemment, notre lien privilégié avec l'État nous permet de l'alerter sur les difficultés de financement que peut rencontrer un secteur. Ensuite, le pouvoir réglementaire et législatif, évidemment, nous échappe. Ce que nous pouvons faire à notre échelle, c'est imaginer des dispositifs financiers techniques qui permettent de s'adapter aux instabilités ou aux doutes en faisant évoluer les effets de levier, en faisant évoluer le moment où on intervient pour continuer à pouvoir travailler même dans un contexte incertain. Alors, avant d'être à la BPI, vous êtes vous-même passé par la CDC, vous êtes passé aussi à l'IGF, des endroits où on fait preuve de beaucoup d'inventivité et de génie. Vous en avez retiré quoi? Vous avez envie de partir sur quel mode financier innovant pour soutenir ces énergies renouvelables? Vous regardez un peu ce qu'on citait tout à l'heure, la KfW? Oui, bien sûr. Alors, on a une différence majeure avec KfW, et je vais vous la donner en un chiffre. Le bilan de BPI France, figé de son stock, est un bilan de 20 milliards d'euros, ce qui est considérable. Mais la KfW a distribué l'année dernière des encours, donc des flux annuels de 80 milliards d'euros. Donc au fond, nous ne pouvons pas rivaliser avec la KfW, mais c'est bien naturel parce qu'elle a une histoire qui a été évoquée, qui est assez différente. Je crois que, on peut imaginer de grands plans d'évolution, de rupture, de tout ce qu'on veut. Moi, vous faites référence à mon expérience. Ce qu'elle m'a appris, c'est que
il est toujours possible et souhaitable d'avancer quel que soit le cadre dans lequel on se trouve. Donc réfléchissons effectivement, mais surtout agissons. Parce que la croissance, elle se construit aujourd'hui, parce que les entreprises ont besoin d'agir maintenant et d'agir avec notre soutien si elles le souhaitent. Donc je pense que nous avons certes quelques contraintes, mais qu'elles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Alors, merci pour ces précisions concernant le financement des projets. On va regarder tout de suite avec Francis Valla le cas particulier de l'offshore. Je vous rappelle que ce n'est pas un colloque offshore, hein, on s'intéresse aussi au terrestre. Mais il se trouve qu'on a avec nous le président du CMF, le Cluster Maritime Français. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un syndicat professionnel, mais il rassemble quand même 285 sociétés. Alors, quel pourrait être le rôle des acteurs maritimes sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'éolien, et plus vraisemblablement l'éolien offshore? Oui, 330 sociétés. Ah, 330 déjà. Le fait que je parle maintenant est très symbolique, à la fois de l'aspect positif, c'est-à-dire cette filière maritime qui est perçue comme un peu supplétive de la filière industrielle principale, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait anormal, objectivement, et qui en même temps fait partie de cette filière. La preuve, je suis là. Merci encore à Jean-Louis Ball. Mais où cette filière maritime est aussi très largement sous-estimée. Alors pas par certains des responsables, en particulier entre le CER et nous, mais encore sur bien des plans. Et c'est quand même assez curieux parce que alors, ça peut s'expliquer aussi, ça ne vient pas des industriels ou des développeurs qui depuis 2 ans, 3 ans travaillent avec nous très régulièrement dans nos groupes de travail. Ça vient probablement des retards du pays. Aujourd'hui, on peut considérer que très récemment ou actuellement, enfin c'est un peu difficile de dater tout ça, mais grosso modo, vous avez plus de 3 milliards d'euros d'offres qui ont été ou sont très récemment ou sont en discussion en matière de fondation, de jaquettes, de sous-stations, de câbles, de pose de câbles, etc. Toutes ces choses que font les marins, entre guillemets, fait le milieu maritime, et qui sont des verrous, de véritables technologies, autant que les autres, pour que ces champs se mettent en place. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas le premier wagon, si vous voulez, mais ça sert à rien si ces verrous ne sont pas là, les fermes ne se feront pas. D'où effectivement l'importance de la filière maritime, qui est trop souvent minimisée, et ne parlons pas, qui ne bénéficie à l'heure actuelle, en tout cas, d'aucun appui pour favoriser son implication en amont du développement des fermes. Je précise que ça n'est pas contre, c'est avec les industriels et les développeurs que nous parlons de tout ça, que ce soit bien clair. Mais il faut que ça soit au moment de la construction des fermes, ensuite de leur entretien, etc. Vous avez un tas de fonctions qui ne peuvent être exercées que par des marins, des professionnels du maritime extrêmement compétents, expérimentés, ceux qui existent en France, Dieu merci. On regarde en image. Et je parlais tout à l'heure, oui, ça défile pendant ce temps-là, et je regardais tout à l'heure, je citais tout à l'heure les fondations ou les câbles. C'est quand même très important. Aujourd'hui, on a une expérience dans les câbles en Europe du Nord. Oui, tout à l'heure, les chiffres que je donnais, c'était pour l'Europe du Nord. Je ne sais pas si je l'ai bien précisé. Mais grosso modo, d'après ce qu'on me dit, je ne suis pas un expert moi-même, mais vous avez 10 ou 15% du budget de ces fermes qui sont représentés par ces appareils, ces appareaux dont je vous parle, hein, les câbles et leurs poses de câbles. Et ça représente 75% des contentieux, quand c'est pas fait, pas bien fait en retard, etc., etc. De la même façon, c'est très bien aujourd'hui, à la limite, que si certains délais avaient été respectés comme ils auraient dû l'être, là je parle de nos autorités politiques, de toute façon, il y a un goulot d'étranglement très fort au niveau de la disponibilité des navires d'installation de type jaquette dont je parlais tout à l'heure. Qu'on voit sur les images. Ah non, là c'est pas encore les jaquettes. Beaucoup d'exemples comme cela. Nous avons d'ailleurs, donc, pour parler de tout ça, autour de nos... il y a une sorte d'organisation réciproque commune entre les acteurs concernés, développeurs et industriels
de la filière industrielle et la filière du maritime. Et nous avons d'ailleurs créé deux groupes et nous travaillons depuis 2 ou 3 ans très régulièrement. Il y a un groupe qui s'appelle EMR tout simplement, l'autre structuration des moyens maritimes et portuaires pour la mise en œuvre de cette filière éolienne offshore. Et vous avez autour de la table, bien sûr, des armateurs, les ports, évidemment. On a vu à quel point c'était structurant. Ici, au Havre, bon, rien que pour le champ de Saint-Brieuc, ça change les choses pour le Havre, pour Brest, et on le sait, je crois, depuis hier ou aujourd'hui, pour Saint-Quay-Portrieux. Il y avait, bon, donc c'est très structurant sur ce plan-là. Les pilotes, les pêcheurs sont là sur un autre point, mais c'est pas inutile qu'ils soient là, participant à nos travaux. Vous ils sont favorables maintenant, les pêcheurs? Je les croyais opposés. Écoutez, les pêcheurs, je ne sais pas si nous avons des amis pêcheurs dans la salle, mais grosso modo, je résumerai leur position en disant qu'on est passé d'une position d'opposition à une position de négociation. Hein. Donc je pense que ça répond à peu près à votre question. Les courtiers, les assurances, la Marine nationale. Il y a les problèmes de sécurité. Elle est dans votre cluster, je crois. Oui, tout à fait. Elle est là, d'ailleurs, cet après-midi, c'est pas par hasard. Les constructeurs navals, évidemment, j'en ai parlé, les sociétés de réparation et de maintenance, la classification, les électroniciens, les détecteurs, le CELTMEF, les sociétés de recrutement qui doivent à l'avance se préoccuper d'un certain nombre de choses. Et on parle de toutes ces problématiques, bien entendu. Les transitaires, les sociétés d'ingénierie, de sûreté et de sécurité maritime, on n'imagine pas. À côté, autour de la table de l'Agence des aires marines protégées, de l'Association de droit maritime, etc., du SGMR, puisque nous pouvons inviter, et ils viennent à nos travaux, les responsables administratifs. Donc, si vous voulez, cette filière maritime est d'une importance absolument considérable, et la crainte qu'on pourrait avoir, qui n'est pas aujourd'hui, qui est disons, un souci de la part des développeurs et des industriels que je rencontre. La preuve, ils viennent à tous ces travaux sans être une urgence, puisqu'ils sont dans l'urgence. Pour ça, ils doivent obtenir un certain nombre de choses. Et ce qui montre bien l'état d'esprit, je ne vais pas être trop long, rassurez-vous, je vais même finir avec ça et puis répondre éventuellement à une de vos questions, est bien manifesté par le fait que nous ne cessons maintenant, nous sommes très différents et en même temps on peut dire que nous sommes mariés dans l'action. Hein. Cette semaine, donc je suis là, mercredi matin on est ensemble à Matignon avec le CERF, vendredi nous rencontrons le directeur de cabinet du ministre, etc. Sur ces questions-là, nous venons de demander que le CERF soit partie intégrante du CNML, un Conseil national des mers et du littoral, qui regroupe toute la communauté maritime et qu'un groupe de travail particulier EMR, ce qui est bien le moins, y travaille. Nous avons écrit ensemble au gouvernement en disant attention, voilà les lignes rouges pour l'AMI hydrolien, on va voir dès qu'on aura un peu plus épluché ce qui vient de sortir de l'ADEME, là il y a au moment où on a commencé cette séance, là, il y a 1 heure, on va voir comment il faut interpréter les détails, et on se bat sur un tas de problématiques pour lesquelles nous sommes évidemment intéressés. Le premier stade, c'est que les fermes se fassent, et en même temps, on travaille dans l'intérêt général, si je puis dire, d'une part, et des deux parties. On travaille ensemble. Bon, la PPI, quand va-t-elle sortir? Est-ce qu'elle risque de bloquer les choses? Est-ce qu'il faut attendre la loi sur la transition énergétique pour commencer un certain nombre de choses, alors que cette loi ne sera que fin 2015? Tous les problèmes non, fin 2014. 2014, pardon, oui. C'est un lapsus révélateur, là. Vous avez des infos, là? Non, pas du tout. La trouille, oui. Bon, en un mot, vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, et le goulot d'étranglement n'en est plus un. Si, au contraire. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit si on avait respecté les délais, il y aurait eu un goulot d'étranglement, on n'avait pas les navires, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Là, on a l'impression que... Non, mais là, non, pas du tout. Ces questions ne sont pas encore traitées vis-à-vis de la filière maritime comme elles devraient l'être. Alors, pour l'instant, comme je le disais, on s'occupe de l'urgence, y compris... Il faut qu'on a des mêmes questions de lisibilité entre tous ces acteurs. Et encore une fois, moi, dans la filière maritime, je considère que les acteurs dont on parle font partie eux-mêmes de la filière maritime. C'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent être au CNML. Mais par exemple, quand j'entends dire il peut y avoir le moindre recours d'une personne privée peut retarder d'1 an ou 2 les choses, et que donc ça a des répercussions énormes sur le calendrier concret, comment dirais-je, ça concerne absolument tout le monde, et c'est un sujet dont il faut qu'on se préoccupe ensemble. Il y a des solutions possibles, il faut qu'on les mette en avant et qu'on aille voir le gouvernement ensemble. Je donne rendez-vous demain matin, la table ronde qui est ici. Il y aura Paul Elfassi, avocat de CGR Légal, qui est président de la commission loi et réglementation du CERF pour l'éolien, et à qui on va poser exactement ces questions-là, et notamment, s'il est dans la salle,
Paul Elfassi, les recours abusifs. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons au sujet de la table ronde. Donc là, le message quand même, c'est on a bien sérié les problèmes, listé les forces en présence. On est prêt à répondre. Vous attendez avec impatience le deuxième appel d'offres. Là, on pensait que lundi, on allait avoir un message concernant les 3 gigawatts qui nous manquent. Oui, alors c'est autre chose. D'abord que je me fasse bien comprendre. On parle d'éolien là, hein, pas d'énergie marine. L'hydrolien, ça y est, on en a parlé. Offshore, on l'a entendu tout à l'heure. L'idéal, c'est environ 3 gigas avec un démarrage, un lancement deuxième semestre 2014. Ce qui suppose d'ailleurs de commencer à travailler sur les zonages dès maintenant, enfin quelques semaines ou quelques mois près. Mais pour revenir sur l'aspect filière maritime, mon point principal, c'est que cette filière maritime qui doit travailler avec la filière industrielle, qui en fait partie, si vous voulez, ne doit pas être sous-estimée. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'elle l'est, alors qu'il y a des acteurs français qui, à chacun des stades, vous aurez besoin d'acteurs maritimes extrêmement pointus, je ne vais pas les citer, mais je pourrais le faire, mais ça serait un peu long, d'acteurs maritimes extrêmement pointus à chacun des stades de la construction de ces fermes, de leur mise en œuvre, de leur entretien, de leur réparation, et il existe des acteurs français. Et je pense que le combat doit être un combat commun pour qu'il y ait une filière. Le cluster maritime s'est battu à contribuer. Vous savez, la victoire a toujours plusieurs mères, et en plus la victoire n'est pas encore là, comme on le sait, mais à contribuer vraiment au combat pour qu'il existe une filière industrielle française, dans l'autre sens à nous, c'est celui qui fait des usines en France, pour parler clair, hein, et qui crée des emplois. C'est vrai aussi pour le maritime lui-même, qui dispose de très grands acteurs, dont je ne vais pas donner les noms, capables de faire face à tout ça, à un moment où en Europe du Nord, les moyens sont saturés, et où il serait paradoxal que notre filière française ne s'adresse pas à ces acteurs français. Merci Francis Vallin pour cette ouverture que vous nous faites en fait sur la table ronde suivante où on va parler réalité industrielle. On revient donc aux enjeux énergétiques et économiques. Avant de donner la parole à Chantal Joanneau pour le mot de la fin de cette table ronde, avez-vous des questions à leur poser? Ils sont là devant vous, vous avez des élus, vous avez des représentants des organisations, notamment de l'UFE, vous avez un think tank, vous avez la BPI dont on parle beaucoup en ce moment. On voit rien du tout, si vous pouviez nous mettre juste un peu de lumière. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, non? C'est toujours la première qui est un petit peu délicate. S'il y a un bras qui se lève, je ne le verrai absolument pas. Non? C'est bon? C'était relativement clair? Vous êtes sûr? Chantal Joanneau. À moins que vous ayez vu une main se lever, je ne crois pas. Chantal Joanneau, on vient de voir comment on s'organisait, on vient de voir que les acteurs maritimes sont prêts à relever le défi, qu'il y a pour autant encore pas mal de barrières à lever. On a compris, vous allez avec Jean-Louis Ball à Matignon pour en parler et rencontrer le ministère. Chantal Joanneau, malgré tout, malgré toutes ces pots de banane sous les pieds et ces bâtons dans les pales, on a l'impression que ça avance quand même un petit peu là. Oui, vous avez raison. Je veux d'abord m'excuser parce qu'effectivement, on a eu un débat très centré sur l'éolien terrestre et les problématiques d'organisation du offshore sont très différentes en réalité. Et quand on parle de système coopératif, ça vaut pour le terrestre, c'est pour l'offshore, ça ne marche pas. Donc juste ce petit mot parce qu'effectivement, j'aurais dû y penser. La grande différence, je pense, entre... on va dire le contexte des années 2007 et aujourd'hui, c'est qu'en 2007, le politique, tout politique confondu d'ailleurs, puisque c'était au cœur de la campagne présidentielle, était assez porteur du sujet et peut-être assez en avance. Et aujourd'hui, on a paradoxalement une société qui, elle, avance, qui continue à avancer, et un politique qui aborde ce sujet, mais enfin qui grosso modo n'en fait pas globalement sa priorité. En tout cas, dans les médias, c'est pas ce qu'on voit en priorité aujourd'hui. Et la société, elle avance. La société avance. Les entreprises avancent. Moi, je suis frappée de voir l'évolution des entreprises sur l'ensemble des problématiques écologiques. Les habitants avancent, ils ont envie de faire, ils ont juste besoin qu'on leur dise comment faire. Et pourquoi faire, mais surtout comment faire. Ils ont vraiment envie d'avancer. Et quant aux énergies renouvelables, elles s'imposent d'elles-mêmes. On l'a vu au cours de cette table ronde, elles s'imposent d'elles-mêmes. Sur la chaleur, ça fait longtemps que les choses avancent. On a parlé de l'éolien, qui est l'un des sujets les plus
délicat. Je ne sais pas pourquoi l'éolien cristallise autant d'ailleurs de difficultés. Mais la biomasse a très très bien avancé. Très très bien. Donc les choses avancent. Et je pense que sur l'éolien, ce qui a été frappant dans ce débat que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on voit que tous les arguments contre tombent les uns après les autres. Tous les arguments tombent les uns après les autres. Donc il y a sans doute un modèle culturel à faire évoluer, mais l'argument économique tombe, l'argument technologique tombe, l'argument industriel de l'offre, il peut mieux faire, mais il va tomber. On peut le souhaiter. Donc c'est logique que les choses avancent. L'argument investissement citoyen, il y a Jacques Pallas dans la classe dans la salle qui est porte-parole de Cléo, excusez-moi. L'argument de l'investissement citoyen, je pense qu'aujourd'hui c'est un bel argument parce qu'il faut que la société dépasse le politique. Quand elle dépasse le politique, c'est toujours très très bien. Je pense que plus on peut se passer de nous, mieux se porte la démocratie parce que c'est bon signe. Ça veut dire que les personnes se prennent en main. Donc l'argument coopératif, c'est un très bel argument. Aujourd'hui, le Conseil économique et social européen veut travailler justement sur le système coopératif, pas simplement pour les énergies renouvelables, mais aussi pour l'ensemble des secteurs industriels. C'est un très très beau sujet qu'il faut relancer parce qu'on voit que les pays qui ont misé sur le coopératif s'en sortent très très bien et ont des progrès extraordinaires par rapport à d'autres pays. Donc il faut absolument aller sur le système coopératif. Je trouve qu'il est complètement dans l'esprit de l'écologie en général. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci mesdames, merci messieurs d'y avoir participé.